La question que j'aimerais poser aux supporters du Barça qui me fatiguent sur Instagram, ouais, j'ai peur. Les gars, pourquoi est-ce que vous avez peur? Je vous pose la question. Premier degré, pourquoi est-ce que vous avez peur? La dernière fois que le Barça a affronté le Real, le Barça a gagné 4-0 sur la pelouse du Real Madrid. C'est un titre qui se joue sur 90 minutes, c'est une finale. En plus, le Barça a Lewandowski. Qu'est-ce qui pourrait donc mal se passer? Dis-le-moi. J'ai peur. T'es contente? Tu veux me le faire dire? Tu veux me démolir? Je te le dis, j'ai peur. Pour la première fois de ma vie, oui, j'ai peur. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match du Classico, le Barça affronte le Real Madrid de nouveau. Ouais, vous savez, là, c'est un peu second degré, cette intro, en mode, ouais, j'ai peur, ouais, j'ai un peu peur, on va pas se mentir, mais de toute façon, j'ai peur à chaque Classico, que le Barça soit favori ou pas. Et on peut se le dire, si on est objectif, qu'on soit supporter du Real ou du Barça, sur ce match-là, sur cette finale, le Real part favori. Pour moi, en tout cas. Maintenant, ça dépend de chacun. Mais pour moi, le Real est favori. Si on parle, en tout cas, du momentum, de la forme des deux équipes, le Real est favori. Ça ne veut pas dire que le Barça va perdre ou que le Real va gagner, forcément, parce qu'on les connaît, les notions de favori, outsider. Ça reste un classico, une finale, ça sera disputé. Ça dépendra de qui sera le plus réaliste. Je pense que ça sera serré. Mais à mon humble avis, le Real part quand même un peu favori. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai peur? Pourquoi je pense que pas mal de supporters du Barça ont peur? Ben c'est plus par rapport à la forme récente du Barça. Sur la fin d'année, à partir de novembre, décembre et ce début d'année, même si le Barça fait 2 clean sheets, gagne le match contre Barbarista, je sais pas qui, là, récemment en Coupe du Roi, et là, la victoire contre l'Athletic Club en demi-finale de Supercopa, ben, il y a encore du mal à retrouver le Barça qu'on voyait en début de saison. On va pas se mentir, le Barça qu'on voit depuis quelques mois, quelques semaines, ben, il fait peur, il ne rassure pas, parce que tu as l'impression que l'adversaire a une multitude d'occasions à chaque match et qu'il ne leur en faut pas grand-chose, en fait, à chaque fois pour marquer. Alors que le Barça, de l'autre côté, l'efficacité que tu avais en début de saison, ben, tu la perds de plus en plus. Maintenant, quand je fais le parallèle avec le Real Madrid, tu vois que eux, de leur côté, ben, ça va beaucoup mieux depuis le 4-0. Ils ont continué à enchaîner des victoires, ils ont gagné des matchs importants, ils sont revenus, je pense, à la première place de la Liga, sauf s'ils sont exécutés avec l'Atlético Madrid, vous me direz dans les commentaires, j'ai même perdu le fil, tellement le Barça a perdu des points durant, encore une fois, ces dernières semaines. Mais voilà, les tendances, pour moi, ont un peu changé en termes de momentum, mais, encore une fois, je le rappelle, je le répète, un Classico, ça reste un match à part. Les momentum, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose, même si moi, je peux pas l'ignorer, ce momentum-là. En fait, c'est simple. Je pense que ce Classico se jouera sur la forme du jour de certains joueurs de part et d'autre. Déjà, du côté du Barça, je pense que c'est obvious pour tout le monde. Le joueur qui peut vraiment influencer de manière négative ce match, ben, c'est Lewandowski. Parce que ça m'étonnerait que Lewandowski continue sur sa forme du moment là depuis de longues semaines et que derrière le Barça gagne malgré ça. Ça m'étonnerait. C'est pas possible en fait. Ça peut passer contre des équipes moyennes lorsque Lewandowski est en mode sabotage et que ça passe. Mais contre le Real Madrid, si ton neuf, il offre des ballons alors qu'il a tout le luxe d'avoir du temps pour se retourner, faire des passes, mais il rate ses contrôles. À chaque fois qu'il touche un ballon, il l'aura à l'adversaire, ça donne des contre-attaques à l'adversaire. Ben, tu fais ça face au Real Madrid, t'es mort en fait. D'autant plus que toi, t'arrives pas, parce que quand tu attaques mal, ben forcément tu défends mal. Et lorsque tu attaques mal, lorsqu'il reçoit un ballon et qu'il est incapable de faire une passe simple, il veut décrocher et ne pas se retrouver dans la surface de réparation, il fait exactement les mêmes dingueries qu'il faisait sous Xavi, ça devient compliqué. Donc je sais pas si Lewandowski va retrouver son niveau du début de saison, je ne sais pas, j'espère que oui pour le Barça, mais si il joue comme il a fait contre l'Athletic Club, Owarida. Ensuite, Rafinha, la dernière fois, j'en ai parlé, des gens me sont tombés dessus sur Twitter. Ouais, vous tombez sur des joueurs qui ont fait un gros début de saison. Les gars, nous, on analyse les matchs, d'accord? Moi, en tout cas, j'analyse les matchs, j'analyse des situations données. Rafinha, depuis le début de la saison, à chaque fois, je suis là à dire moi-même qu'il fait des choses exceptionnelles. Je pointe du doigt à toutes les bonnes choses qu'il fait. Ça ne veut pas dire que lorsque Rafinha va passer à côté d'un match, deux matchs, que je vais pas le dire juste parce qu'il a fait un bon début de saison. À ce moment-là, ça sert plus à rien d'analyser les matchs. À ce moment-là, je viens ici pour vous dire, ouais, mais Rafinha, je peux pas le critiquer parce qu'il a fait un bon début de saison, il a été bon, donc non, ce serait pas juste de le critiquer. C'est pas... En fait, faut que vous compreniez que lorsqu'on critique, c'est juste des analyses, ce sont des constats.
Ça ne veut pas dire que demain, si Rafinha refait de bons matchs, on va pas le dire. D'autant plus que contre l'Atlético Madrid, Rafinha, il manque, il me semble, un face-à-face. Il tire sur la transversale. Derrière, sur la fin de match, sur le but de la victoire de l'Atlético Madrid, c'est lui aussi qui fait une passe insensée alors que tout le monde est dans la surface de réparation. Je n'étais pas tombé dessus lors de ce match-là. Mais là, contre l'Athletic Club, il rate quasiment trois face-à-face, il me semble, et des choix quand même assez discutables. Je veux dire, si à ce moment-là, on n'a pas le droit de dire qu'il n'a pas fait un bon match, qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas? On est au Barça, l'exigence, elle doit être maximale. Même Lamine Yamal, si vous regardez mes débriefs ici, lorsqu'il fait de bons matchs, je le dis, lorsqu'il fait de mauvais matchs et qu'il state quand même, je le dis même malgré le fait qu'il est staté, j'ai pas aimé le match de Lamine Yamal parce que je sais qu'il est capable de mieux. Ça, c'est l'exigence que j'ai pour lui. Donc moi, je n'ai pas de préférence de chouchou, je sais pas quoi, qui critiquer, qui ne pas critiquer. Lewandowski, il est pas bon, on le dit. D'ailleurs, je le disais, Lewandowski, pour ceux qui se rappellent, lors du Classico, lorsque le Barça a gagné 4-0, Lewandowski, j'ai été l'un des rares à dire ici que j'ai pas forcément non plus aimé le fait qu'il ait manqué deux buts, en fait, offerts, 2 buts dans le but grand ouvert. Il les a ratés, je me suis dit, attention quand même, c'était les premiers signes. Des gens m'ont dit, ouais, non, vu qu'il marque, non, on peut pas pointer du doigt ce genre de choses. Sauf que là, ils marquent plus, et ces ratés-là, ils font extrêmement mal au Barça, parce que le Barça se procure toujours un volume d'occasion élevé. Le problème, c'est que derrière, le Barça n'est plus clinique, et les ratés de Lewandowski en font partie de ces symptômes-là. Donc, on a un gros problème. Donc, j'ai pas envie que Rafinha commence à rater lui aussi des occasions qu'il ne manquait plus, qu'il ne ratait plus durant sa dernière semaine. Non, je veux qu'il continue sur la lancée sur laquelle il était en début de saison, parce que c'est la seule manière, la seule façon, je veux dire, dans laquelle le Barça pourra continuer à réaliser une bonne saison. Mais si on ne peut pas lui dire, ok. On le sait que dans chaque communauté, il y a les supporters de joueurs qui suivent les joueurs partout, ils les défendent comme leurs parents. C'était pareil avec les Frenkie sexuels. Je me rappelle à une époque ici, t'avais pas le droit d'émettre la moindre critique sur Frenkie de Jong lorsqu'il passait à côté d'un match. C'était pareil. Il venait t'attraper à la gorge. Il y a des joueurs comme ça dans l'équipe du Barça, on le sait. Et apparemment, Rafinha aussi, il a des supporters. Parce que là, la dernière fois, j'ai dit, j'ai pas aimé son match, faut pas qu'il retombe dans ses travers. Et il y a un gars qui m'a insulté ma mère et qui m'a bloqué dans la foulée. Ok, pourquoi pas. Du côté du Real, pour moi, là aussi, il y a 3 joueurs qu'il va falloir surveiller. S'ils sont dans un bon jour, ils peuvent plier le match. On va pas se mentir. Déjà, Mbappé, s'il a envie enfin de se réveiller dans un grand match et se dire que ça y est, ça fait longtemps qu'on se fout de lui, il est finito, il n'arrive plus à faire des différences dans des grands matchs, pourquoi pas? Peut-être qu'il peut se réveiller et venir marquer un doublé, voilà, renverser le match à lui tout seul. C'est pas impossible. L'autre côté, c'est Vinicius, naturellement. Vinicius, voilà, dans un bon jour, lui aussi on le sait, il peut éliminer n'importe qui, même lorsqu'il n'est pas dans un bon jour, il peut avoir 90% de déchets, un peu comme son match face à Mallorca. Moi, je trouve qu'il a beaucoup raté, il a été muselé par Maffeo, voilà, qui faisait des sales coups, des coups pas très réglo aussi, on va pas se mentir, mais il a fallu qu'une accélération de Vinicius sur le côté droit de la surface pour faire la différence et derrière, permettre à son équipe d'ouvrir le score. Donc ça, c'est Vinicius aussi. Maintenant, le troisième qui, lui, par contre, je trouve, est plutôt constant depuis pas mal de semaines maintenant. Il a été totalement absent lors du Classico parce que Ancelotti l'avait mal positionné aussi. Là, c'est Bellingham. Là, depuis pas mal de semaines, de mois, il est revenu à son meilleur niveau. Il marque tout le temps, il débloque des situations, il fait des passes décisives. Voilà, pour moi, c'est l'homme providentiel. Lui, sur 90 minutes, c'est l'un des rares que je vois dans l'équipe du Real Madrid, qui garde son niveau, qui est constant, qui a l'air d'être une menace, en fait, à chaque fois. Donc, si Bellingham aussi est dans un bon jour, ouais, ça peut faire extrêmement mal au Barça. Et là, on n'a pas parlé de facteur X de ce match, ça sera très certainement aussi le piège du hors-jeu. Là, je pense que pour la première fois depuis le début de la saison, tu vas affronter de nouveau un adversaire que tu avais déjà affronté, qui a été victime de ton piège du hors-jeu. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que l'adversaire va s'adapter à toi, ou bien est-ce qu'il va continuer à tomber dans ce piège-là, parce que je pense que pour Flick, ça va être la même chose. Il va jouer le piège du hors-jeu. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était le 11 qui avait débuté face à l'Athletic Bilbao il y a quelques jours à peine. Ben, il y a 2 questions principales, c'est de savoir si Szczęsny va continuer ou si Gavi sera titulaire en lieu et place de Olmo qui est disponible, je le rappelle, pour ce match. Mais moi, je pense que la question sera vite répondue, dans le sens où je ne pense pas que Flick va chambouler tout comme ça, d'un match à l'autre, surtout pour un match aussi important que le Classico, parce que Szczęsny est sur une bonne lancée entre le match de Copa et le match contre Bilbao. Je pense donc qu'il va débuter dans les buts. Koubarsi, Inigo, je pense que la charnière, elle bougera pas. Koundé, Baldé, là aussi c'est du classique. Pedri Casado, pareil.
pour le coup, je pense qu'il va continuer avec Gavi. Je pense même qu'il devrait continuer avec Gavi parce que Gavi est sur une bonne lancée. Le seul truc qui me dérange avec ce milieu-là, ce milieu Pedri, Casado et Gavi, ben c'est surtout, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore de complémentarité. Le Barça manque un peu de maîtrise parfois lors des sorties de balles, lorsqu'il y a un pressing bien structuré, bien coordonné. Olmo, on voit qu'il y a des automatismes déjà qui se sont créés entre lui et Pedri. Du coup, ben, Gavi, là, il n'est pas forcément à l'aise dans tout ce qui est sortie de balle. Par contre, il est assez disponible dans le dernier tiers. Il se propose, il marque des buts, il fait des passes décisives. On l'a vu lors du match contre l'Athletic Club. Il est combatif, il récupère des ballons, tout ça. Mais dans la construction du jeu, dans le flair et tout, il a encore du mal, je trouve, à retrouver son meilleur niveau. Même si je pense que voilà, ça va revenir petit à petit. Mais je pense qu'il est dans une bonne lancée, dans une bonne dynamique. Du coup, je pense que ça serait une bonne idée de continuer avec lui. D'autant plus que Gavi, il aime affronter le Real Madrid. Il a surtout souvent fait de bonnes performances dans les Classicos. Et puis en deuxième période, si ça manque vraiment de maîtrise, ouais, là, à ce moment-là, tu pourras faire entrer Olmo, un peu comme lors du Classico, en Liga, lorsque Fermin n'avait pas été bon et que Olmo l'avait remplacé. Et puis derrière du classique, Rafinha, Yamal, Lewandowski. En fait, ces deux-là, Rafinha et Lewandowski, je pense que le match va beaucoup dépendre d'eux aussi. S'ils sont dans un bon jour et qu'ils ne ratent pas, ils auront des occasions. S'ils ne les ratent pas, je pense que ça devrait le faire. Mais s'ils continuent à rater comme depuis le début de la saison, ça risque d'être une soirée compliquée pour le Barça. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour le débrief juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.